Eh ben voilà, il veut nous faire admirer, je pense, Finn Andren, son tableau. Et, et je l'ai vu, j'ai un peu délayé la sauce sur la fin parce que je voyais Finn aller venir et je me disais, j'espère que lorsque nous allons avoir la caméra fixe sur lui, il sera là. Il l'était presque. On admire ce tableau. Bonjour Finn Merci. Andren déjà et bienvenue Merci. dans. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Bon, on voit ce très beau tableau derrière vous. Ça devient une Merci. habitude d'interroger. Il signifie quelque chose en particulier ou c'est de l'art Euh, contemporain? non, je trouve que c'est une intéressante combinaison qui peut évoquer pas mal de différentes choses. Donc, voilà. Vous voulez pas nous en dire plus? Non, je pense que c'est de l'art abstrait, mais qui peut symboliser pas mal de différentes choses aussi. Disons le contraste, et également la lumière, l'obscurité. Ça peut être aussi, certains voient un oiseau, mais j'ai beaucoup aimé ces contrastes et cette combinaison de couleurs intéressante. Très bien. Bon alors, mon cher Finn, analyste politique et géopolitologue indéniablement, qui nous suit chaque semaine et qui nous donne une analyse, un éclairage qui est le sien. Ça y est, c'est fait. On craignait cet espace entre l'élection et puis le moment où il était intronisé le 20 janvier. Donald Trump, c'est maintenant chose faite. Cette crainte peut être pour l'instant évacuée. La guerre n'a pas été déclarée, la guerre mondiale, même si à écouter Poutine et à écouter Trump, on n'en était pas très loin. Donc déjà, est-ce que ce spectre-là est écarté réellement? J'ai envie de dire, peut-être le premier sujet, le premier questionnement. Puis après, on va aller petit à petit vers votre analyse des premières décisions de Donald Trump. Mais déjà, sur le plan purement géopolitique, comment jugez-vous les félicitations d'abord de Poutine suite à cette intronisation? Et puis les réponses de Trump, dans un premier temps, oui, si j'avais été là, il n'y aurait jamais eu la guerre. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, du côté américain, quelques premières menaces. Il va falloir peut-être aggraver encore les sanctions. Monsieur Poutine serait bien inspiré d'accepter la main de la paix, parce que sinon, il en viendrait à la destruction de son pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre analyse, Finn Andren, sur ces Oui, différentes alors, séquences? euh, on va parler un petit peu de ça, effectivement. Si vous me promettez qu'on reviendra sur l'aspect vraiment de changement de paradigme, un peu de changement de culture politique, parce que je pense que c'est assez important. Ça fait référence un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je pense que c'est quand même assez important ce qui se passe d'une manière générale. Mais si on parle donc d'abord de la Russie, de Non, non, Poutine. écoutez, Finn, moi j'avais voulu lancer comme ça en analyse politique, mais en effet, pour être dans l'esprit de ce qui a été dit auparavant, le changement de paradigme, vous m'avez convaincu que j'aurais dû Oui, plutôt commencer par ça, donc n'hésitez surtout pas, allez, on vous écoute d'accord. justement sur ce Parce changement. qu'en fait, je pense que c'est important de parler un peu plus généralement de ce qui est en train de se passer, de ce qui s'est concrétisé avec l'investiture de Trump. Et ça fait référence aussi justement à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais en fait, il faut regarder donc l'investiture, à mon avis. Il y a la rhétorique, il y a la forme d'un côté, et il y a le contenu et l'action de l'autre. Et ça, c'est quand même, je pense, que c'est un point de départ. Et si on regarde déjà la forme et la rhétorique, on s'aperçoit aussi d'une certaine unité. On voit que Trump portait donc une cravate pourpre ou violette qui pourrait signifier effectivement l'unité. Euh, mais donc ça, c'est une volonté évidemment assez classique du président d'unir. Mais on voit aussi que beaucoup de démocrates, en fait, euh, semblent être assez unis derrière Trump. On ne voit plus en réalité toutes ces critiques quand même extrêmement fortes. Hein, rappelez-vous qu'on entendait juste il y a quelques mois, et on dirait qu'il y a quand même un certain abandon
ou une certaine reconnaissance de la part des démocrates qu'il y a un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui a changé. On voit bien que tous les capitaines d'industrie étaient aux côtés de Trump. Et c'est également le cas pour les capitaines d'industrie qui étaient franchement du camp démocrate, hein, comme beaucoup des GAFAM, les fameux GAFAM qui viennent de Californie, hein, les Amazon, Bezos était là, Google, Sergey Brin était là, Mark Zuckerberg, il était là, Facebook, hein, Meta. Donc, c'est des personnes qui ont été très fortement mondialistes, qui ont été très fortement du côté des démocrates, même en termes de donation, en termes aussi d'apparition, par exemple, à Davos l'année dernière. Je me rappelle très bien d'une intervention entre Klaus Schwab et Sergey Brin de Google, qui parlait d'une manière très étrange de la démocratie, de la non-nécessité d'avoir des élections. Donc, tous ces personnages sont maintenant à l'investiture, ce qui peut être aussi, évidemment, c'est du pragmatisme politique, évidemment aussi, mais je pense que ça va un peu plus loin que cela. Je pense qu'il y a vraiment un changement de culture qui est en train de s'opérer. Je vais prendre quelques journalistes et quelques penseurs plutôt anglo-saxons pour un petit peu étayer ce que je veux dire. Donc, vous savez, il y a un conservateur assez connu aux États-Unis qui s'appelle Andrew Breitbart. C'est celui qui a créé Breitbart News. Il a été cofondateur de Huffington Post. Et lui, il disait, il est mort maintenant, hein, mais il disait que la politique est en aval de la culture. Donc, ça, c'est très conservateur, évidemment, comme position. C'est-à-dire que la culture, c'est elle qui va un petit peu faire bouger la politique. C'est elle qui va donner des opportunités à la politique. Et je pense… c'est l'inverse de la position marxiste. C'est ça, c'est ça. Mais néanmoins, je pense que la position marxiste, elle a aussi un intérêt, c'est cette critique des élites. C'est-à-dire que la politique est en amont de la culture, ça c'est la position plus marxiste, et je pense qu'il y a du vrai également là-dedans. On le voit bien dans la position des élites occidentales qui constamment essaient de manipuler l'opinion politique, donc de transformer ou de changer la culture. Et il y a vraiment cette bataille qui a eu lieu depuis très longtemps. On appelle ça les culture wars aux États-Unis, hein, qui datent même des années 80, où la bataille politique se fait aussi à un niveau culturel. Donc je pense que pour vraiment aller plus rapidement sur le vif du sujet, mais je pense que le premier mandat de Trump est arrivé peut-être un peu trop tôt dans ce changement culturel que nous vivons actuellement. Vous vous rappelez, il y a eu le Brexit, il y a eu le premier mandat de Trump. Ça a été peut-être une première réaction à ce mondialisme exacerbé, cette volonté des élites de vraiment de pousser le narratif. Mais les anglo-saxons, ça s'est arrêté aux anglo-saxons. Surtout. C'est pour ça que c'est tellement important de parler de ce qui se passe aux États-Unis et quelque part aussi en Angleterre ou au Royaume-Uni, parce que c'est eux, avec leur poids politique et surtout économique, c'est eux qui réellement dictent ce qui se passe en politique et même culturellement en Occident, avec la poussée du woke, avec la volonté, cette position très anti-russe, qui est aussi très anglo-saxonne, cette position anti-russe, avec la position très poussée vers, disons, la transformation sociétale nécessaire à cause des crises d'immigration, des crises pandémiques, des crises climatiques. Donc ces crises ont été utilisées comme un outil pour transformer les sociétés. Donc cela marche de moins en moins. Et on voit un peu que le premier mandat de Trump était peut-être arrivé peut-être un peu trop tôt. On voit bien à quel point les élites politiques anglo-saxonnes ont, disons, pu répondre à Trump. Il a été acculé
d'accusations, entravé les premiers mois, les premières années de son mandat. Il n'a pas pu réaliser beaucoup de choses qu'il voulait réaliser. Aujourd'hui, la situation, on voit, elle est très différente. Donc, Le facteur sonne toujours 2 fois. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est c'est la aussi lettre, une évolution. qui arrive. Exactement. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une évolution qui a eu lieu depuis 2016-2017. Les idées qui étaient encore pas très dominantes dans la société occidentale sont arrivées, sont devenues beaucoup plus mainstream. Et ceci peut-être à cause du Covid, qui a quand même été un choc très fort. Les confinements, les passes sanitaires qui ont quand même été très choquantes pour aussi beaucoup de personnes qui jusqu'à Et ça n'a pas présent… été un moyen, ça, Finn, d'assommer justement, de remettre le couvercle sur ce Oui, qui est en train de bouillir? ça a été un moyen, mais je pense qu'il y a eu une réaction, une contre-réaction. Oui. On voit bien aussi une certaine désespération également au forum de Davos de l'année dernière. On voit aussi la lutte en ce qui concerne la liberté d'expression, la volonté de museler la liberté d'expression, surtout sur X. Cela représente réellement une menace aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce conflit culturel et politique qui a lieu. Et je pense que l'arrivée de Trump maintenant, on voit bien qu'il y a presque un moment où il y a une bascule, presque. Hein. Ça se voit très fortement si on regarde les médias anglo-saxons. Il y a un journaliste donc, qui s'appelle Michael Schellenberger, pour citer une deuxième personne. C'est un journaliste un petit peu de gauche, mais quand même qui est quand même très indépendant. D'ailleurs, il ne passe sur aucun média normal, hein, au mainstream aux États-Unis. Il a été interviewé par Tucker Carlson. Et lui, il parle justement de cette défaite presque morale des démocrates. On parle vraiment comme disent les Allemands, d'un Zeitgeist, que l'esprit du temps est en train de changer. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On voit même que pour Trump, cet aspect culturel est très important. Il a même nommé, je pense que c'est Mel Gibson et Stallone et un autre acteur, pour être un petit peu les garde-fous de Hollywood. Donc, les ambassadeurs, quelque part pour vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe à Hollywood. On sait très bien que le gouvernement américain a été impliqué à Hollywood depuis très longtemps hein, pour gérer le narratif. Donc ça, c'est chose intéressante. Donc on voit par exemple que en fait, il y a eu en fait pas de réaction de la part des démocrates sur les différentes annonces, même avant son investiture. Lorsque, par exemple, lorsque Trump parlait de Groenland, du Panama, du Canada, il fait des annonces extrêmement fortes. On s'aperçoit que, en fait, dans les médias mainstream très démocrates, comme Washington Post et les New York Times, il y a eu quand même très peu de réactions négatives par rapport à ces annonces, ces annonces qui vont réellement à l'encontre de cet esprit un petit peu mondialiste et d'hégémonie mondiale qu'a toujours souhaité les Américains. Donc, on sent quelque part que les bastions démocrates, donc les grands médias, également le Parti démocrate, ont un petit peu peut-être jeté l'éponge. On le voit parce qu'ils ont aussi il y a eu cette catastrophe en réalité des incendies à Los Angeles. Oui. Cela n'aura pas passé inaperçu, mais en réalité, beaucoup de gens comprennent aujourd'hui que c'était en réalité toutes ces politiques DEI, donc Diversity, Equality, Inclusion, cette manière d'embaucher des femmes, même si elles étaient incompétentes, des femmes de couleur, même si elles étaient incompétentes, une maire de Los Angeles qui ne connaît rien à ce genre de choses et qui veut partir à une inauguration au Ghana en même temps que sa ville brûle. Donc, et des décisions politiques, et des décisions de budget
aussi bien au niveau Californie qu'au niveau de la ville, qui ont été absolument désastreuses. Donc en fait, on comprend, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Et je pense que beaucoup de démocrates aussi comprennent qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que… Vous croyez qu'ils ont si rapidement, Finn, jeté l'éponge? Est-ce qu'ils ne font pas tout simplement le dos rond oui, comme la dernière fois? Bien sûr, il faut le dos rond, mais je pense que la crédibilité de leur communication devient de moins en plus grande. On entend Thierry Breton, il est plus crédible. Je sais qu'il a plus de poste. En réalité, il va prendre un poste bientôt à Bank of America. C'est absolument dingue parce qu'il remet une couche, en fait, et il donne encore la possibilité de le critiquer sans vergogne. Hein. Et ensuite, on voit peut-être hier, dans cette question de liberté d'expression, on voit Scholz, ça c'est quelque chose que j'ai vu hier, le chancelier Scholz de l'Allemagne, il a dit qu'en réalité, en Europe, nous sommes pour la liberté d'expression, sauf dans le cas de position d'extrême droite. Et ceci est quand même assez choquant. Parce que d'une part, il faudrait définir ce que ça veut dire que l'extrême droite. L'extrême droite, ça comprend potentiellement une énorme panoplie d'idées, y compris les idées qui sont aujourd'hui véhiculées par Trump, qui est président des États-Unis. Donc, est-ce que ça veut dire que la position officielle de l'Allemagne, c'est de censurer Trump? Donc, c'est absolument dingue. C'est ce qu'il dit officiellement, très publiquement. Il réagit par rapport au salut soi-disant nazi de Musk, je suppose. Peut-être. Mais ce qu'on sait depuis longtemps, moi, ça fait longtemps que le gaulliste que je suis est classé à l'extrême droite, tout simplement parce que quand on est en désaccord avec eux, quand on est désaccord avec les mondialistes, avec les cosmopolites, on est d'extrême droite, point barre. Mais mon point, c'est plutôt que aujourd'hui, ce genre de commentaires sont faits, ne sont pas crédibles, mais je veux dire, politiquement, ce n'était pas forcément très sage de la part ni de Thierry Breton, ni de chancelier Scholz. Et on peut mentionner aussi les diverses communications de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Ce n'est pas très sage politiquement. Et on sent peut-être une certaine panique en réalité, parce que ce sont des personnes éminemment politiques qui ont toute une vie politique derrière eux, qui savent très bien, disons, gérer le langage. Et quand ils font ce genre de commentaires, on est un petit peu surpris. On voit quand même peut-être une surenchère, une espèce de panique, d'essayer de nous convaincre à tout prix que la censure est acceptable pour nous protéger. Et ce n'est pas le genre de message que nous avons eu par le passé. Rappelez-vous, la discussion il y a quelques années, c'était plutôt est-ce qu'il fallait, oui ou non, publier des images de Mahomet. C'était plutôt ce genre de discussion. Maintenant, on est à un niveau totalement différent où on remet en cause carrément la liberté d'expression. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.